Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. À la tête d'une mission qu'il conduit en Suisse, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, s'est rendu au siège des Nations Unies à Genève pour une rencontre avec le secrétariat de la Convention des Nations Unies sur l'eau. Objectif porté à l'attention du secrétariat de la Convention des Nations Unies sur l'eau, l'état d'avancement du processus d'adhésion de la Côte d'Ivoire. La nouvelle reine de beauté ivoirienne est connue depuis hier. Son nom, Mylène Djioni, élue Miss Côte d'Ivoire 2023. Elle a réussi à séduire le jury par sa grâce, son éloquence et sa beauté. Elle vient de la région d'Unzi. Elle est âgée de 25 ans et mesure 1,75 m. Le récit de cette finale à suivre avec Serge Pakomdidi et Franck Kouadio. En Sierra Leone, la commission électorale a annoncé les résultats des élections législatives hier samedi. Dans la soirée, quelques heures après un communiqué du principal parti d'opposition, l'APC, le parti dénonce des élections truquées et annonce qu'il refusera de participer à la gouvernance du pays. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous suivre. La santé à l'affiche ce 13 h dans le cadre du magazine de ce dimanche. Nous parlerons de chirurgie orthopédique et traumatologique. La Société ivoirienne de chirurgie orthopédique et traumatologique s'est réunie les 15 et 16 juin 2023 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro dans le cadre de son 8e congrès. Nous recevons ce 13 h son secrétaire général, le professeur Samba Koné. Avec lui, professeur, bonjour. Bonjour, M. Guilhem. Alors, professeur Samba Koné, je rappelle que vous êtes maître de conférence, agrégé en traumatologie orthopédie de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, diplômé en pathologie chirurgicale de la hanche et du genou, chirurgien expert après les tribunaux d'Abidjan. Donc, que de qualifications, professeur? Merci, M. Herman. Alors, avec vous, nous parlerons bien sûr de chirurgie. Nous ferons une sorte de bilan de ce congrès que vous avez donc tenu à Yamoussoukro. Nous parlerons également des avancées de ce type de chirurgie que vous pratiquez dans notre pays. Professeur Samba Koné, ce sera dans une demi-heure. Et avant cet entretien, regardons à présent du côté de Rome, comme nous disions à l'instant dans les titres, où la 43e conférence de la FAO s'est ouverte hier samedi au siège de l'organisation à Rome. La préoccupation qui concentre toutes les attentions à ce sommet est celle-là: la gestion de l'eau dans l'agriculture. Pour faire face à la problématique du changement climatique, les ministres en charge de l'agriculture veulent s'offrir de nouvelles technologies. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, qui porte la voix de la Côte d'Ivoire à ce sommet, conduit la délégation ivoirienne. Depuis Rome, Mamadou Kwasi. La problématique du réchauffement climatique continue d'occuper les débats sur la scène internationale. Elle mobilise aujourd'hui les délégués des 5 continents pour la 43e session de la conférence de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Pendant une semaine, les différents délégués vont débattre des thématiques portant sur la gestion des ressources en eau. Il s'agit pour la FAO et ses pays membres, ainsi que ses partenaires, d'évoquer des éléments du développement durable, notamment la production, la nutrition, l'environnement et le cadre de vie. Nous avons beaucoup de ressources aquatiques, hydriques dans le continent, mais il y a des régions qui sont vraiment dans une sécheresse, dont l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Ils ont beaucoup de problèmes d'eau et c'est ça que nous sommes ici pour vraiment voir quels sont les projets, quelles sont les politiques de mettre en place, comment faire la gestion de l'eau comme il faut. À cette 43e session, la délégation ivoirienne conduite par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, va partager son expérience en termes de gestion des ressources en eau dans le milieu agricole tout en tirant profit de l'expérience à l'international. L'eau occupe une place dans notre agriculture, une place importante. Et voyez-vous, on peut avoir les meilleurs intrants au monde, mais sans eau, les plantes sont incapables de résister. Aujourd'hui, là, avec la maîtrise d'eau, on peut faire une agriculture qui tienne compte, bien sûr, des changements climatiques. Voyez-vous, chez nous en Côte d'Ivoire, il pleut beaucoup et toutes les eaux qui tombent du ciel sont éparpillées. Avec des canalisations appropriées, on peut bien les recueillir et les orienter vers les exploitations agricoles. Mais pour qu'il y ait l'eau au niveau du sol, il faut également que nous ayons des forêts. Les forêts qui appellent l'eau, il faut planter des arbres. Les travaux de cette 43e session verront le renouvellement des instances de la FAO et le directeur général sortant est candidat à sa propre succession. Il a saisi la tribune de cette assise pour faire le bilan de sa gestion
Un bilan jugé satisfaisant par l'ensemble des délégués présents. Et face au réchauffement de la planète, la question de la gestion de l'eau ne manque certainement pas d'intérêt. D'où cette autre mission en Suisse conduite par le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Gbagba. Il s'est rendu au siège des Nations Unies à Genève pour échanger avec le secrétariat de la Convention des Nations Unies sur l'eau. Objectif porté à l'attention du secrétariat de la Convention des Nations Unies sur l'eau, l'état d'avancement du processus d'adhésion de la Côte d'Ivoire. Depuis la Suisse, Sephora Zegui et Adama Kéré. En fin de mission en Suisse, c'est au secrétariat de la Convention des Nations Unies sur l'eau que Laurent Gbagba pose ses valises. Sans langue de bois, le ministre des Eaux et Forêts répond aux préoccupations de Francesca Bernardini, chef de section coopération transfrontière à l'ONU. Pour elle, ratifier cette convention serait d'un grand bénéfice pour la Côte d'Ivoire. La plupart des ressources en eau de la Côte d'Ivoire sont partagées avec ses voisins. Donc la Côte d'Ivoire va profiter d'un cadre légal international qui fixe les règles, les droits et les obligations du pays pour que ces ressources en eau qui sont tellement précieuses pour le développement de la Côte d'Ivoire puissent être gérées de façon durable. Environ 74% de la superficie de l'UEMOA se trouve dans des bassins fluviaux transfrontaliers. Régler la question de la gouvernance des bassins transfrontaliers, c'est résoudre une bonne partie des problèmes de gouvernance de l'eau dans l'espace UEMOA. La Côte d'Ivoire, pour son rôle dans l'UEMOA, est donc en passe de la ratifier. Nous avons profité de cette opportunité qui nous est offerte pour exposer un certain nombre de préoccupations par rapport à la gestion intégrée des ressources en eau dans notre pays. Nous avons le cas avec le Ghana, à savoir la Tanoé, la Bia, où nous avons d'énormes difficultés dans la mesure où on est confronté à la pollution des ressources en eau par l'orpaillage clandestin. La Convention des Nations Unies sur l'eau est une occasion unique d'accélérer les progrès vers l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement d'ici à 2030. C'est à l'ONU que prend fin la mission de Laurent Gbagba qui s'est soldée par plusieurs partenariats en vue du renforcement et de la consolidation des liens d'amitié entre la Côte d'Ivoire et la Suisse. Et retour en Côte d'Ivoire, direction la région de Beké, où 3000 km de route en terre se préparent à se refaire une beauté. Elles seront reprofilées. Au nom du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, le ministre des Transports, Amadou Koné, a lancé les travaux du programme d'entretien de ces routes pour la période 2023-2025. 3 milliards de nos francs seront investis dans ces travaux pour le grand bonheur des populations, qui remercient déjà le président de la République, Alassane Ouattara, de cette attention particulière. Kader Sokodogo. Environ 3000 km de route dans la région de Beké vont connaître un reprofilage pour faciliter la circulation des personnes et de leurs biens. Le programme d'entretien routier 2023-2025 va surtout désenclaver de nombreuses localités. Il faut l'implication de tous les acteurs. Il y a les entreprises qui vont exécuter, il y a les missions de contrôle qui vont suivre les travaux, il y a l'AGEROUT qui va superviser, s'assurer que chacune des parties fait son travail et garantir la bonne exécution. Mais en même temps, on a aussi le besoin que toutes les autorités nous soutiennent pour des facilitations. Parce que l'entreprise qui va travailler va être obligée d'aller prendre du graveleux quelque part, surtout un reprofilage lourd, pour traiter des points critiques. C'est à bord d'une chargeuse que le ministre des Transports, Amadou Koné, représentant le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, avec à ses côtés Jacques Assaouré Konan, député élu, et le représentant du maire de Boaké, lance officiellement les travaux. Le Beké s'en félicite déjà. Avec le lancement de ce programme, je pense que c'est une bouffée d'oxygène. Et nos parents, ici présents, devraient apprécier à sa juste valeur ces efforts que le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, fait pour l'amélioration continue de leurs conditions de vie. Je voudrais, en leur nom, dire merci au président Ouattara pour ce qu'il continue de faire pour que nos parents se sentent à l'aise. Pour le gouvernement, la vision est claire. Cap sur le développement. Nous sommes très heureux donc, de lancer cette seconde phase qui va accroître la mobilité dans la région, qui contribue fortement à désenclaver donc, les villages, notamment les zones de production agricole. C'est une zone importante de production d'anacarde notamment.
et c'est un ouf de soulagement pour l'ensemble de ces populations. 3000 kilomètres de route à reprofiler dans les départements de Bouaké, Sakassou, Béoumi et Botro. C'est tout le Béké qui serait fait une santé routière. L'État a mis la main à la poche à hauteur de plus de 3 milliards de francs CFA. Un reportage de Kader Sogodogo du côté de l'ISTC, l'Institut des sciences et techniques de la communication. Les étudiants des promotions sortantes de cette école sont prêts à se frayer un chemin dans les beaux métiers de la communication. À la faveur des traditionnelles journées scientifiques de cet institut, ils ont fait la preuve de leur savoir-faire en exposant le résultat de leurs recherches et travaux, en rivalisant surtout d'audace et d'ingéniosité, comme l'indiquait le thème de ces journées scientifiques. C'était vendredi dernier à Cocody, à la cérémonie d'ouverture de l'édition 2023 de ces journées. Reportage Amidi Rassouba et Jean-Marc Djadji. 372 étudiants en fin de cycle de master et ceux de niveau intermédiaire en licence présentent leurs projets à travers les journées scientifiques de l'ISTC. ISTC Polytechnique, un espace d'audace et d'ingéniosité est la thématique de cette rencontre. Ces journées se déclinent en 3 axes, à savoir la journée du communicateur JCOM, le forum de renforcement des capacités du public et du privé et le gala du polytechnicien. Objectif, créer un lien entre la formation et le monde professionnel et susciter chez les apprenants l'auto-emploi. La journée du communicateur se positionne aujourd'hui comme principal espace d'expression de nos talents et de notre savoir-faire en tant que futurs professionnels de la communication et des médias, après 3 ans de formation pour nos cadets de la licence professionnelle et 5 ans pour nous en master professionnel. L'ISTC fait de ces 5 écoles les écoles de l'entrepreneuriat. Une fois diplômés, certains étudiants ayant pris goût à cet exercice s'orientent directement vers l'auto-emploi. D'autres s'y engagent plus tardivement après avoir été employés. Cette journée se veut comme un espace de libre-échange en faveur de l'excellence académique. Occasion pour Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, d'exhorter ses fileuls à relever tous les défis. À travers le thème, les étudiants sont donc invités à cultiver et à développer l'esprit de combativité, l'esprit d'agressivité positive, l'esprit de compétitivité. Ces journées qui ont débuté vont prendre fin le 1er juillet prochain. L'ISTC, Institut des sciences et techniques de la communication polytechnique, regorge en son sein 5 écoles. L'école de journalisme, de production audiovisuelle, publicité marketing, télécom, art et images numériques. Et sortons des parvis de l'ISTC Polytechnique et intéressons-nous à ce programme proposé par le Lions Club International en partenariat avec l'ONUDC, le ministère de l'Éducation nationale de l'alphabétisation. Un programme scolaire qui en est à sa phase pilote au lycée moderne Leboutou de Dabou. Il consiste à promouvoir la non-violence à l'école. Il englobe enseignement et ressources afin de construire une jeunesse responsable. Il enseigne à ses élèves les compétences de la vie. Les détails avec Régis Kofi. Ce matin-là, nous sommes au lycée moderne Leboutou de Dabou, à une 50aine de kilomètres d'Abidjan, où la journée débute par une classe un peu spéciale. Bon, on va se lever. Comme on n'a pas bien dormi. Pour commencer, petit étirement de groupe pour se mettre en forme. Une poignée de main pour resserrer les liens entre ses élèves et permettre ainsi une meilleure cohésion de groupe. Ici est un groupe de classe pratique, comme on les appelle, qui réunit une vingtaine d'élèves parmi les 796 retenus, tous issus des classes de 6e. Ils font partie d'un nouveau programme baptisé Lionscast, qui vise à apporter à ces jeunes élèves les clés d'une adolescence réussie. Aujourd'hui, l'on parle de drogue. Non à la drogue. Sur ce morceau de papier, les élèves identifient ce qui, selon eux, constitue l'une des raisons qui poussent les jeunes à s'adonner aux stupéfiants. Pour encadrer les élèves, 70 enseignants et encadreurs, comme Conan Camara, ont eux-mêmes suivi une formation préalable au projet Lionscast, initié par le Lions Club International et lancé dans cette école en mars 2023. Nous essayons, à travers un plan bien défini, de monter des leçons. Et puis, ces leçons-là, nous les transmettons à nos enfants à travers la méthode du learning by doing, qui est l'apprentissage, apprendre en jouant. 2 heures par jour, les élèves ont ainsi droit à ces moments de communion et de partage.
S'éduquer soi-même pour devenir un citoyen exemplaire, la méthode séduit les jeunes apprenants. Je retiens qu'il ne faut pas suivre de mauvaises fréquentations, il ne faut pas fumer la drogue car la drogue n'est pas bonne pour la santé. Je trouve que ces cours sont géniaux. Madame nous permet de s'exprimer. Elle nous laisse découvrir les choses de nous-mêmes. Ce lycée est le tout premier en Côte d'Ivoire à expérimenter ce modèle éducatif. Une aubaine pour sa proviseure qui espère ainsi conjuguer enseignement classique et éducation à la citoyenneté. J'ai adhéré au projet parce que, en tant qu'éducatrice, ce projet peut nous aider à améliorer nos rendements scolaires. Développer le sens critique sur les bancs de l'école pour mieux préparer les jeunes à la vie sociale, tel est l'objectif recherché par le Lions Club International en partenariat avec l'ONUDC et le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation via son programme Lions Guest, qui n'en est encore qu'à sa phase pilote sur le sol ivoirien. Et on reste dans le milieu scolaire, cette fois direction Toumaudi où on a eu l'ingénieuse idée d'initier un festival dénommé Oxygène Festival, un concours inter-école initié pour lutter contre les congés anticipés, mieux pour enlever toute envie aux élèves d'abréger leurs cours avant leur H. L'idée est de les occuper en les initiant à l'entrepreneuriat via l'artisanat et la culture. Ce festival qui en est à sa 3e édition aurait eu un impact positif sur les rendements scolaires des élèves. En cette fin d'année scolaire, l'impact de ce festival a été célébré. La 3e édition s'est donc achevée. Léon Brou. Le tam-tam parleur et la djemlé, une danse du terroir baoulé en attraction dans un établissement secondaire de Toumoudi, pendant que des tisserands s'activent au centre artisanal Kwakuya au Germain de la même école. Des danseurs et autres fans de poésie ou de balafon peuvent s'adonner à des démonstrations. Ces tisserands, peintres, poètes, musiciens, danseurs, tous des élèves initiés à ces activités aux heures creuses de l'année scolaire 2022-2023. C'est dans le cadre d'Oxygène Festival, une initiative d'enseignants et de personnel d'encadrement appuyée d'ONG de promotion de la culture pour lutter contre les départs anticipés en congé. Pas de vacances anticipées. Tous ceux qui pratiquent le centre artisanal ont une moyenne au-dessus de 12. Celui qui a son pied dans la culture et la tête dans le modernisme est parti pour être meilleur élève. Sont donc récompensés les meilleurs tisserands, poètes, peintres, danseurs, avec le soutien du président du Sénat, Janoa Ousoukwadio, ici représenté par son directeur de cabinet. C'est de ce type de formation dont la Côte d'Ivoire a besoin pour promouvoir donc son élite. Je voudrais donc, au nom de son excellence Janoa Ousoukwadio, vous féliciter et vous remercier d'avoir pris cette noble initiative de faire connaître à nos enfants la riche culture de notre pays. L'année scolaire 2022-2023 qui s'achève consacre la 3e édition d'Oxygène Festival. Ses promoteurs veulent l'étendre à toute la région du Bélier. Et voilà qui pourra inspirer plusieurs autres écoles. À Jacquesville, le document de programmation pluriannuelle des dépenses, projet annuel de performance 2024-2026 du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME a été validé au cours d'un atelier. Selon les experts, ce document, qui est un maillon essentiel de la gestion budgétaire en mode budget-programme, doit être actualisé chaque année. Tanguy Tanguy. Lutte contre la cherté de la vie, développement du commerce et des petites et moyennes entreprises. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME prépare sa feuille de route sur les 3 ans à venir. C'est dans ce cadre qu'a lieu l'atelier de validation du document de programmation pluriannuel des dépenses, projet annuel de performance 2024-2026 de ce ministère à Jacquesville. Le rôle essentiel du ministère, c'est de contribuer à la lutte contre la cherté de la vie. Lorsque vous allez parcourir ce document, vous allez découvrir des actions, des activités qui devront être menées par la brigade de contrôle rapide, par la direction de la lutte contre la concurrence, de la lutte contre la contrefaçon, et les différentes directions régionales qui sont chargées des contrôles des prix sur le terrain. Vraiment, c'est un document qui retrace littéralement l'importance du budget programme, permettre à chaque citoyen de pouvoir lire les activités du ministère. Ce document, il doit être défendu
auprès du ministère du Budget lors de la conférence budgétaire. Donc, il retrace la plupart de nos besoins de financement sur les 3 prochaines années. Le passage du budget de moyens au budget programme depuis 2020 exige chaque année l'élaboration d'un certain nombre de documents, notamment le document de programmation pluriannuelle des dépenses, projet annuel de performance. Les offres d'emploi du déploiement de la TNT, la télévision numérique terrestre, ont été expliquées aux jeunes de la commune de Bokanda par le président du conseil d'administration de IDT, la société ivoirienne de télédiffusion. Venance Kona a présenté les avantages des métiers de revendeurs et d'installateurs des kits TNT, des jeunes qui ont été invités à tourner le dos à l'orpaillage illégal et à s'adonner aux opportunités qu'offre la TNT pour des métiers stables et rentables. Soro Corona. Le président du conseil d'administration des IDT, Société ivoirienne de télédiffusion, face aux jeunes de la commune de Bokanda. Venance Kona est venu échanger avec ces jeunes sur les métiers de revendeurs et d'installateurs des kits TNT, télévision numérique terrestre. Pendant 2 heures d'horloge, c'est à bâton rompu que le PCA des IDT et les jeunes ont passé au peigne fin ces métiers qu'offre le déploiement de la TNT. Une démarche saluée par les autorités municipales et les responsables de la jeunesse de Bokanda. Ces kits TNT, ça fait partie aussi des activités que le maire Kramo Kwasi essaie de faire venir dans sa commune pour soutenir les jeunes et les encourager à se prendre en charge. Former donc des jeunes à emprunter cette voie, à installer donc les antennes TNT, vraiment c'est louable. Venance Kona exhorte les jeunes à tourner le dos à l'orpaillage illégal et à s'inscrire dans la dynamique de l'année de la jeunesse décrétée par le chef de l'État. Le PCA des IDT appelle les jeunes à se former au métier de revendeurs et d'installateurs des kits TNT. Je suis venu pour essayer de motiver nos jeunes frères, nos enfants, pour leur dire d'abandonner ce qui leur semble être la facilité et de se tourner vers ce gisement d'emploi qu'est la TNT. En 2002, une trentaine de jeunes ont été formés par les techniciens de la Société ivoirienne de télédiffusion. La télévision numérique terrestre a une couverture nationale de 95%. Un reportage de Soro Corona ici à Abidjan, une ONG créée en 2015. L'ONG Brin d'Espoir sensibilise sur le droit des enfants via une opération qui est censée couvrir le territoire national. Elle a procédé au lancement de cette activité dans la commune d'Adjamé, Devisoyo, Abdoulaye Kone. C'est au cours d'une conférence que l'ONG Brin d'Espoir International lance ses activités. Une campagne baptisée Le train des droits de l'enfant dans la société. L'idée est de parcourir toutes les villes de la Côte d'Ivoire dans le but de promouvoir les droits des filles et des garçons. Le train prend son départ dès ce soir-là à Djamé pour parcourir les autres communes du district d'Abidjan, dans les banlieues et dans les villes de l'intérieur. Parce qu'on veut faire les coins et les recoins. On ne veut pas s'aligner seulement dans les villes, il faut aller même dans les hameaux, dans les villages où se trouvent les enfants, où se trouvent les parents pour les sensibiliser. Le respect des droits des enfants est l'une des prérogatives assignées au Conseil national des droits de l'homme. Le CNDH entend justement accompagner l'ONG Brin d'Espoir International dans ses actions. Nous veillons à évaluer l'effectivité de la mise en œuvre des droits de l'enfant. Et donc nous envoyons des missions sur le terrain et nous allons dans les familles, nous mettons à contribution nos commissions régionales pour avoir d'abord le point de la situation. Et c'est ce point-là qui commande des actions. Ce sont des actions de sensibilisation, mais ce sont aussi des actions de protection. Échanges directs et conseils ont meublé cette rencontre qui a rappelé les droits élémentaires dus aux enfants. Il s'agit entre autres du droit à la vie, du droit à une vie de famille, à une identité juridique et à la santé. Et deuxième titre de ce journal en culture, la nouvelle reine de beauté ivoirienne est connue depuis hier. Son nom, Mylène Djioni, élue Miss Côte d'Ivoire 2023. Elle a réussi à séduire le jury par sa grâce, son éloquence et sa beauté. Elle vient de la région du Nzi. Elle est âgée de 25 ans et mesure 1,75 m. Le récit de cette finale à suivre avec Serge Pacomdidi et Franck Quadio. La Miss Côte d'Ivoire 2023 est la candidate numéro 15. Mylène Djioni est la nouvelle reine de beauté ivoirienne. Âgée de 25 ans, Miss Côte d'Ivoire 2023 est titulaire d'un bachelor en communication
Présélectionnée dans la région du Nzia Dimokro, Miss Mylène Dioni succède à Marlène Kwasi-Kani Miss Côte d'Ivoire 2022. Sur les 30 finalistes, elles sont 12 candidates à réussir à franchir les éliminatoires en salle. Pour l'étape finale, 5 candidates retenues pour continuer la course. Miss Côte d'Ivoire 2023, Mylène Dioni est suivie de Jackie Sebim, sa première dauphine étudiante en Master 1 de stratégie d'entreprise et âgée de 23 ans. Melitza Ané est repartie avec le brassard de la deuxième dauphine, âgée de 20 ans, étudiante en deuxième année de droit. Cette victoire, je la dois essentiellement à Dieu. Et je suis fière de représenter mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Mon projet, j'aimerais lutter contre la maladie mentale pour faire comprendre aux gens qu'être en dépression n'est pas une honte. Et c'est une maladie et ça se soigne. Miss Côte d'Ivoire 2023, c'est aussi un parterre de personnalités. En l'occurrence, Florence Hachi, épouse du Premier ministre Patrick Hachi, représentante de la marraine, la Première Dame Dominique Ouattara, Sandou Fofana, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, et Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie. Satisfait parce que le public a répondu nombreux. Le thème de cette année, il a été bien conçu parce qu'il colle avec celui du gouvernement, c'est-à-dire que les jeunes doivent commencer à se prendre en charge eux-mêmes. Nous sommes édifiés par la qualité de l'organisation et des prestations. Je voudrais à cet effet, au nom de la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, adresser toutes mes félicitations aux membres du comité Miss Côte d'Ivoire et à ses partenaires pour le travail remarquable qu'ils réalisent chaque année. Ce soir, nos jeunes filles, outre la mise en valeur de notre riche patrimoine culturel, elles démontreront également leur connaissance intellectuelle à travers le thème « Rôle et initiative de la jeunesse pour la réduction des inégalités sociales ». Une belle finale qui referme ainsi les rideaux de la 27e édition du concours Miss Côte d'Ivoire. Un concours qui s'inscrit de plus en plus au diapason des critères de concours de beauté internationaux. Et ton neveu de succès accompagne la nouvelle reine de beauté pour la durée de son mandat. Parlons à présent de la célébration de l'excellence et du mérite au Centre des Arts appliqués de Bingerville. On y accède par voie de concours. Le savoir-faire des étudiants a été célébré. Ils ont pu faire montre de leur savoir-faire. La ministre de la Culture de la Francophonie était représentée à cette célébration par son directeur de cabinet, Franck Quadio. Une matinée pluvieuse sur le Centre technique des arts appliqués de Bingerville, CETA. Ces jours de fête école, l'atelier d'expression picturale est l'un des nombreux pratiqués ici. En expression picturale, nous devons développer une technique. Et ici, j'ai décidé de travailler les traits pour plus démontrer le mouvement. Les traits, une technique pour mettre en valeur les contours de fiers athlètes, sûrement le rêve du jeune Enoch. Dans cette école, plus de 160 élèves pour une formation de 3 ans cherchent leur voie à travers 9 spécialités, dont la sculpture, le textile, le design d'objets, ou encore le staff. Technique qui nous permet de concevoir des éléments de décoration pour l'intérieur. Et en fait, le matériau présente assez de propriétés. Figurez-vous que chaque jour, il y a des maisons qui sautent, il y a des maisons qui poussent. Donc du coup, celui qui s'intéresse au staff ne peut pas chômer. Des élèves de plus en plus intéressés par ces métiers de l'industrie culturelle. La vocation de cette école, créée en 1937 par le Français Charles Combes. Nous avons encore besoin de matériel pédagogique. Par exemple, nous sommes devant le musée Combes, qui est un élément du patrimoine ivoirien, qui fait partie intégrante de l'école et qui a besoin d'être réhabilité. Sûrement le message a susurré à l'oreille de l'autorité de tutelle en cette journée de la 8e édition de la fête école du Centre technique des arts appliqués de Bingerville. Le directeur de cabinet représentant la ministre Françoise Remarque insiste sur cette nouvelle opportunité qu'offre l'industrie culturelle aux élèves aujourd'hui. Dans ce champ, mais aussi le mérite sous les feux de la rampe avec la distinction des meilleurs élèves du centre, dont le jeune Enoch, major de toutes les promotions. En somme, une journée pleine marquée par la visite des différents ateliers expression du savoir-faire des élèves du CTA de Bingerville. Le centre prépare au diplôme du brevet de technicien artistique BTA.
Un mot de religion dans ce journal. Le contingent étatique de pèlerins ivoiriens vient d'accomplir les rites essentiels à l'accomplissement du Hajj, ou le grand pèlerinage de la Mecque à Mina, en passant par Mousdalifa et la station du Mont Arafat. Ils ont brillamment accompli l'un des 5 piliers de leur religion durant leur séjour en terre sainte de l'islam, et pendant leur circuit cultuel, ils ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Ces étapes marquent la fin du pèlerinage. Envoyé spécial en terre sainte d'Arabie Saoudite, Abou Sanogo et Sissé Ibrahim. Après la Mecque, les pèlerins ivoiriens sont arrivés lundi sur le site de Mina pour accomplir l'un des principaux rites du Hajj. Ils passeront la nuit sous des tentes climatisées avant l'ascension du mont Arafat. Ainsi donc, le mardi, ils vont se diriger à Arafat, situé à 16 km de là, pour la cérémonie officielle de Arafat 2023, tout en faisant des invocations. Une cérémonie qui a rassemblé l'ensemble des imams et encadreurs qui, par la voix du commissaire du Hajj, ont exprimé leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara. C'est le lieu pour nous d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il lui accorde la santé, la force nécessaire pour conduire la Côte d'Ivoire sur la voie de l'édification d'une nation harmonieuse et émergente. Quant à l'amir Aboubakar Samassi, il a rappelé l'importance de la station du mont Arafat. Arafat est le moment où nous sommes appelés à nous tenir humblement devant notre Seigneur, à reconnaître notre faiblesse et notre dépendance à son égard. Le directeur général des cultes, représentant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a salué l'action du président de la République à l'endroit de la communauté musulmane. Grâce au leadership du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a eu en 2023 l'honneur d'être retenue au projet Tariq Maka aux routes de la Mecque, qui a considérablement allégé les formalités administratives d'entrée en territoire saoudien. Cette colline est l'endroit où Muhammad aurait donné son serment d'adieu aux musulmans qui l'avaient accompagné pour le Hajj à la fin de sa vie. Manquer cette étape dans la plaine d'Arafat au moment prescrit frappait le pèlerinage de nullité. Après la station du mont Arafat, l'on consacre le reste du temps à des réflexions et des prières personnelles. Le soir, après le coucher du soleil, les pèlerins mettent le cap sur Mousdalifa, 3e obligation du pèlerinage. Là, ils passeront la nuit à la Belle Étoile avant de retourner à Mina. Un récit d'Abou Sanogo. En Sierra Leone, dans l'actualité internationale, la commission électorale a annoncé les résultats des élections législatives hier samedi dans la soirée, quelques heures après un communiqué du principal parti d'opposition, l'APC. Le parti dénonce des élections truquées et annonce qu'il refusera de participer à la gouvernance du pays. Une position de l'APC qui n'a pas empêché l'autorité en charge de l'organisation du scrutin de donner la composition du nouveau Parlement. Place à présent au magazine du dimanche. Que doit-on comprendre par chirurgie orthopédique et traumatologique? Où en est la pratique de ce type de chirurgie en Côte d'Ivoire en termes d'évolution? Qu'est-ce que ce type de chirurgie a proposé à ses éventuels patients? Des questions que nous aborderons progressivement avec notre invité, le professeur Samba Koné. Professeur, merci de nous avoir rejoints dans ce studio. Vous êtes le secrétaire général de la Société ivoirienne de chirurgie orthopédique et traumatologique. Alors, aidez-nous à nous faire une idée un peu plus claire du type de chirurgie que vous pratiquez. Merci, M. Herman, de nous avoir invités sur ce plateau. Je vous en prie. Pour parler de notre spécialité, je suis là en tant que secrétaire général de cette société qui est créée depuis 20 ans. C'est une spécialité qui prend en charge d'abord la traumatologie, les accidentés de la voie publique, et l'orthopédie, les séquelles de ces accidentés-là. Et donc l'orthopédie, sa prise en charge correspond bien souvent à mettre en place des prothèses. C'est ça qu'on appelle les prothèses d'orthopédie. Il faudrait faire la nuance effectivement entre le commun du mortel qui entend les prothèses d'appareillage qu'on voit très souvent chez les patients amputés. Eux, ce sont des dispositifs externes, amovibles, qui sont prêts, positionnés, préparés pour confectionner, pour remplacer un membre manquant, soit un bras, un pied, une jambe. Contrairement à nous, c'est des dispositifs internes qui sont positionnés à l'intérieur du corps pour remplacer une fonction, notamment une articulation. D'où prothèse d'orthopédie, prothèse de hanche, prothèse de genou, prothèse d'épaule. Alors donc, professeur, si l'on vous demandait d'établir une simple différence entre le type de chirurgie que vous pratiquez et les autres types de chirurgie, que diriez-vous?
Nous, notre chirurgie de spécialité, c'est une chirurgie ostéo-articulaire. Ostéo-articulaire. Alors donc, est-ce qu'on est obligé d'aller aujourd'hui sous d'autres cieux pour pouvoir bénéficier de cette chirurgie? Monsieur Guivier, c'est très pertinent cette question. De plus en plus, non. Maintenant, je vois plus l'intérêt, nous ne voyons plus l'intérêt de forcément aller à l'étranger pour pouvoir faire ce type de chirurgie. Ici, il y a des mains expertes pour la pratiquer, c'est bien cela? Oui, ça va. Nous sommes assez suffisamment aguerris pour pouvoir réaliser ce genre de chirurgie en Côte d'Ivoire. Et Dieu merci, grâce aux efforts de tous nos maîtres de l'université de Félix Houphouët-Boigny et de l'université Alassane Ouattara, on a formé une bonne équipe, on a de nombreux agrégés, on a une bonne équipe qui sont capables de prendre en charge ce genre de lésions maintenant en Côte d'Ivoire. Alors, quels sont les types de cas qui nécessitent ce type d'intervention? Les types de cas, c'est d'abord les patients qui viennent, qui souffrent d'une douleur articulaire, que ce soit la hanche, le genou, la cheville ou l'épaule. Mais les plus fréquents, c'est les douleurs de hanche. Et c'est des douleurs de hanche qui évoluent sous un mode chronique. Et ces douleurs-là doivent faire l'objet d'une consultation par d'abord un médecin. Et si la persistance de ces douleurs-là va entraîner de référer ce patient au spécialiste. Et que nous sommes, il y a plusieurs spécialités qui s'occupent de ça, mais dans notre domaine particulier, la traumato-orthopédie, on va voir le patient, l'examiner et demander des bilans radiographiques. Et c'est à partir de cette radiographie qu'on va poser le diagnostic d'arthrose. Arthrose, pour vous, ça veut dire une dégénérescence d'une articulation. Et cette articulation-là est déjà dégénérée, dégradée. Il va falloir la remplacer par les prothèses orthopédiques. Alors permettez-moi d'insister sur cette question. Comment sont menées ces opérations chirurgicales? Et ces opérations chirurgicales, je prendrai le cas par exemple d'une prothèse totale de hanche, arthroplastie de la hanche. C'est une intervention qui doit être planifiée. Il faut donc bien examiner le patient, demander des examens pour l'intervention. Il faut demander des examens concernant le patient avant. Est-ce qu'il n'avait pas d'autres maladies avant ou des maladies sous-jacentes? Et lorsque tous ces éléments ont été écartés et qu'on peut aller dans cette chirurgie-là, parce que c'est une chirurgie de confort. Et donc le risque zéro, il faut tout faire. Quelles sont leurs chances de succès? Le risque zéro? Le risque zéro, 80% à 100%. Alors nous avons parfaitement confiance en vos mains expertes, mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé de connaître des échecs? Aucun échec pendant ces opérations? De façon générale, la chirurgie ne vit que par ses échecs. Donc notre objectif, c'est de nous améliorer et réduire ce taux d'échec-là. Donc que ce soit dans notre spécialité orthopédique, chirurgie viscérale, tous les chirurgiens sont très souvent exposés à des échecs. Mais l'objectif, c'est de réduire ce taux d'échec. Réduire ce taux d'échec. Orthopédie, traumatologie, lorsqu'on planifie bien et qu'on organise, il n'y a pas d'échec normalement. Alors le coût de ces opérations est-il abordable? Vous savez, le coût... Combien coûte d'abord, rapidement, donnez-nous une idée aux téléspectateurs de combien coûte une pareille intervention? Je suis praticien chirurgien orthopédiste, je ne pourrais pas vous donner une idée du coût en tant que tel parce que moi je suis juste un intervenant au dernier niveau de cette chaîne. Nous prescrivons le matériel et les laboratoires qui le disposent, ils nous le mettent à disposition et nous, on essaie de faire notre intervention. C'est la problématique, en fait, de cette orthopédie, ces gestes d'orthopédie. Ben, vous vous rendez compte que quand on compare avec ce qui se passe autour de nous à Abidjan, on entend par-ci, par-là, il y a des patients qui quittent Abidjan, qui se font évacuer en Afrique blanche, voire en Europe pour faire ce genre d'intervention. À mon avis, M. Guivet, vous voyez combien ça coûte là? Le billet d'avion, les visas, les familles et tout ça. Donc, si on veut comparer, le temps le faire ici, c'est d'autant plus qu'il y a des gens compétents pour le réaliser. D'accord. Alors, la capitale politique, Yamoussoukro, nous le disions à l'entame de cette édition, a abrité bien le 8e congrès de la société que vous représentez ici, la Société ivoirienne de chirurgie orthopédique et traumatologique. Un rendez-vous pour les professionnels du secteur pour s'imprégner des innovations dans les prises en charge. On en parle avec Kader Segodoko. L'arthroplastie se définit comme la réparation chirurgicale d'une articulation grâce à une intervention nécessitant ou non la mise en place d'une prothèse. L'orthoplastie est le thème au cœur du 8e congrès de la Société ivoirienne de chirurgie orthopédique et traumatologique. L'événement se tient à Yamoussoukro. La population vieillit et on observe que malgré ce qui est fait ici, il y a encore une demande de personnes qui vont à l'extérieur. Nous voulons ici nous-mêmes nous perfectionner en mettant en commun nos résultats, mais faire en sorte que nous limitons les sorties à l'extérieur
pour aller procéder à un traitement prothétique. Les implants en orthopédie, traumatologie, plaies et cicatrisation. Ces chirurgiens passent en revue les nouveautés dans le traitement et bien entendu un cadre de partage de connaissances entre spécialistes. Les avancées numériques et l'intelligence artificielle offrent également de nouvelles possibilités pour l'analyse des données cliniques à l'aide de la prise de décision et l'amélioration des résultats chirurgicaux. C'est pourquoi ce congrès revêt une importance particulière, une plateforme unique pour partager nos connaissances et nos expériences et pour discuter des défis et des opportunités qui se présentent à nous. Ce 8e congrès de la Société ivoirienne de chirurgie orthopédique et traumatologique bénéficie du soutien de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire. Sont présents à Yamoussoukro des chirurgiens orthopédistes, des traumatologues, des chercheurs et des ingénieurs médicaux. Il s'y joue le bien-être des patients. Alors, professeur Koné-Samba, ce congrès s'est achevé. Vous avez donc eu le temps de passer en revue les avancées en termes de pratique de la chirurgie dans laquelle vous exercez. Êtes-vous satisfait justement de tous ces enseignements-là que vous avez pu donc emmagasiner au cours de ce congrès ? Oui, nous sommes satisfaits de ce congrès-là parce que... Qu'est-ce qu'il vous a apporté, ce congrès ? Ce congrès nous a apporté 2 éléments fondamentaux. D'abord, un capital d'échange d'expérience, parce qu'à ce congrès, on a une dizaine de pays étrangers de la sous-région européenne qui sont venus assister à ce congrès. C'est le partage d'échanges en fonction de leur réalité et de nos réalités. On trouve un consensus et on discute. Donc c'est vraiment un échange qui a été fructif. Et deuxièmement, ça nous a permis également de former nos jeunes qui ont participé, environ près de 145 participants ivoiriens, disons 130 ivoiriens qui ont participé à ce congrès-là. Ça leur permet d'apprendre aussi également. Donc nous sommes satisfaits à ces 2 niveaux-là. Ça a été un véritable moment de brassage et de rencontre entre des connaissances venues d'ailleurs et d'ici que vous entendez justement mettre à profit de vos patients. Exactement. Alors professeur, aujourd'hui, combien de membres revendiquez-vous ? Combien de membres revendiquez-vous ? Des membres, nous sommes des membres actifs, je dirais 60aine de membres actifs. Et si on compte nos étudiants qui embrassent la spécialité, qui n'ont pas encore fini, on va atteindre environ 120 membres. Avez-vous, avec ce chiffre, la capacité de pouvoir répondre aux besoins présentés sur le terrain, que vous pouvez justement recenser sur le terrain ? Avez-vous la capacité de pouvoir répondre à ces besoins-là ? Je pense que la problématique... Est-ce que vous y arrivez ? La problématique n'est pas en termes de nombre de personnes, de spécialistes disponibles. De la qualité de votre prestation ? Non plus. La problématique, c'est surtout la disponibilité de ces implants et la paupérisation de notre société. Le niveau socio-économique de la population est très bas. Quand on regarde qu'en Côte d'Ivoire, que 30% de la population, seulement 30% sont des fonctionnaires. Donc, c'est un peu lourd pour la prise en charge de cette chirurgie, un peu de confort. Alors, quelle solution pourrait donc s'offrir pour justement permettre à un grand nombre de personnes de bénéficier de ce type de chirurgie ? Et la solution réside dans 2 opportunités, 2 possibilités. C'est discuter avec nos ministères, nos autorités publiques pour qu'on puisse trouver des terrains d'entente, avoir comme exemple, par exemple, lever la TVA sur ces implants d'orthopédie, là, et discuter avec les compagnies d'assurance parce que ces implants ne sont pas couverts par les assurances. Aucune assurance n'accepte de couvrir une prothèse de hanche ou du genou. Donc les coûts sont élevés pour le patient, c'est à la charge du patient. Pourtant, il a une assurance vie, une assurance maladie qu'il contracte annuellement, mais au cours d'un processus, lorsqu'on lui dit « écoutez, on doit vous mettre une prothèse de hanche », l'assurance n'accepte pas de couvrir, donc il paye de sa poche. Professeur, que devraient retenir les téléspectateurs de votre passage sur ce plateau télé ? Devrait retenir que l'orthopédie est en plein essor en Côte d'Ivoire et on a la possibilité, on a les compétences, le personnel est là pour pouvoir faire ce genre de chirurgie en Côte d'Ivoire. Plus besoin d'aller à l'extérieur. On souhaiterait que nos institutions nous appuient pour pouvoir faciliter la prise en charge dans les hôpitaux publics, surtout dans les hôpitaux publics, parce que sur 10 prothèses totales de hanches, il y a à peine 2 qui arrivent à se réaliser dans un CHU. En termes d'appui, qu'est-ce que vous attendez concrètement de ces institutions ? L'appui pour nous aider, l'appui sur les implants prothétiques et l'aménagement de nos 2 hôpitaux, l'équipement du plateau technique.
Merci professeur. Voilà qui marque la fin de cet entretien. Je rappelle avant de rendre l'antenne que nous recevions ce dimanche dans le cadre du magazine de 13h le professeur Samba Koné, secrétaire général de la Société ivoirienne de chirurgie orthopédique et traumatologie qui était réunie à Yamoussoukro, appelons-le les 15 et 16 juin 2023. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro dans le cadre de son congrès, le 8e. Avec lui, nous avons fait le bilan de ce congrès et parlé de chirurgie traumatologique et orthopédique et surtout de l'évolution de ce type de chirurgie dans notre pays. Juste avant de rendre l'antenne, nous voulons souhaiter un joyeux anniversaire à Patricia Moetia, chef des éditions du Week-end, qui a assuré de main de maître la direction, la gestion de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.